Montreuil, 15 janvier 2015, un dessinateur s'est envolé. 3000 personnes assistent aux obsèques publiques. Les amis de Tinius lui rendent hommage, feutre à la main, en dessinant directement sur son cercueil. Le grand public découvre alors le visage de Tinius, l'un des dessinateurs de Charlie Hebdo, tué en pleine conférence de rédaction. Et je vous remercie de continuer pour lui, d'être fort, de continuer à nous faire rire. Qui était Bernard Verlac, alias Tinius? Que reste-t-il de ses dessins? Des coups de crayon qui résonnent comme des coups de gueule. Un homme libre pour qui la seule arme était l'humour. Tinius, dans son dessin, je trouve, il y a une intelligence folle des situations, des gens, mais il y a aussi beaucoup d'humanité. Quand je voyais une personne, je voyais cette personne à travers le trait de Tinius, tel que Tinius l'aurait dessiné. Et il était super bienveillant, mais tout à fait franc. C'est-à-dire, et ça fait que ce mélange des deux fait que tout passait, quoi. Les seules colères que pouvait avoir Tinius, c'était par esprit de justice, parce que c'était un rebelle à toute forme de discrimination, de domination et d'injustice. Voilà. Et en plus, il se rébellait toujours avec son sourire, sa bouille, de façon très très douce. Aujourd'hui, Chloé Verlac, veuve de Tinius, doit gérer l'œuvre de son défunt mari. Son bureau se trouve au fond du jardin. Ici, depuis sa mort le 7 janvier 2015, rien n'a bougé ou presque. Chaque feutre, chaque dessin, chaque bout de papier est resté à sa place, comme figé dans le temps. On va le ranger parce qu'il faut qu'on protège ses dessins, il faut qu'on les mette à l'abri de la lumière, il faut que, voilà, qu'on fasse ça bien. Et je pense qu'à terme, je vais imprimer ici une grande photo de son bureau en vision panoramique pour qu'on ait quand même son bureau d'aujourd'hui dans le bureau quand il sera rangé. Chloé était bien souvent la première lectrice, le premier regard extérieur des dessins de son mari à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Une complicité bienveillante et des désaccords, parfois. C'est pas si j'étais d'accord ou pas d'accord, c'est que par moments, des fois je trouvais qu'il allait un petit peu loin. Voilà. Mais après, c'est aussi voilà, ma vision à moi de femme, de maman. Moi, tous les dessins qui touchaient aux enfants, c'est vrai que j'ai en mémoire un reportage sur les viols dans les écoles coraniques, où j'ai trouvé ces dessins d'une violence, et Tinius m'a dit oui, mais c'est extrêmement violent, la pédophilie. Voilà, donc il était aussi, lui, réceptacle et révélateur de cette violence-là qu'il se devait de retranscrire d'une certaine manière. Donc, mais j'étais d'accord avec sa vision des choses. Des dessins féroces, sans concession sur des sujets tabous dans la société, religion, pédophilie, terrorisme, des croquis qui dénoncent et ne donnent pas toujours envie de rire. C'est la force du dessin de presse, avec ce petit quelque chose en plus. Dans les dessins de Tinius, il y a beaucoup de tendresse. C'est-à-dire qu'il y a quand même un regard sur les gens qui est profondément humain, profondément respectueux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de critique gratuite, il n'y a pas de jugement. Il y a une dénonciation de situation, mais il y a toujours un beau regard sur les gens, parce que Tinius, il aimait les gens. Et les gens l'aimaient aussi pour ça, parce que c'était quelqu'un de bien. Tinius n'a pas toujours été l'un des dessinateurs connus de Charlie Hebdo. Avant de réussir dans ce métier, il est parti son carton à dessin sous le bras. Un professeur avait détecté en lui un futur talent et l'avait encouragé à continuer. Au fil des ans, son trait, son style se sont affirmés. En 2009, c'est la consécration. Il obtient le prix France Info pour sa bande dessinée sur le procès Colonna. Tinius croque les témoins, leurs défauts, leurs mensonges, leur fou rire aussi. Et là, quand il titille le téton de la barre, ça c'est formidable. Les bretelles et les... Ah ouais, j'adore. Même s'il y a des traits qui sont faux, c'est ça qui donne la vie. La rédaction de Marianne a été secouée par sa disparition. Tinius participait à tous les numéros depuis les débuts du magazine.
ne reste plus qu'un fauteuil vide, son fauteuil très personnalisé, où personne n'osait plus s'asseoir. C'est un coup dur pour toute la rédaction, c'est aussi un choc personnel, mais on est nombreux pour qui c'est un choc personnel, parce qu'on a travaillé 20 ans ensemble, que Marianne c'était sa maison, le logo de Marianne, regardez, c'est T-News, la Marseillaise de Delacroix, c'est le bulletin d'abonnement de Marianne, et puis c'est tellement de dessins. 17 ans de collaboration intensive à Marianne, Thierry Feuillet, directeur artistique, se souvient du dessinateur, devenu un ami. Il arrivait toujours en retard et il mettait toujours 1 heure pour faire le tour du journal pour dire bonjour à tout le monde. Donc voilà, moi j'attendais des dessins et lui je savais qu'il était là mais il mettait une plombe à se pointer. Et c'était comme ça, c'était l'homme qui était comme ça. Et donc il manque humainement aussi. Évidemment en tant que journaliste et dessinateur mais aussi humainement. Ouais. Le mercredi 7 janvier, jour du bouclage, malgré l'émotion, il a fallu sortir le journal. Le choix de la une, c'est un dessin de T-News tiré d'un numéro sur le blasphème, prémonitoire. Des dessins sur le blasphème, il en a fait, et tous d'ailleurs, ils en ont fait depuis toujours, quoi. Je me souviens en 2006, au moment des caricatures de Mahomet, on avait publié nous un numéro spécial de soutien aux caricatures sur les caricatures catho et juive. Je crois qu'on avait juste... Enfin bon voilà quoi, on avait eu pléthore de dessinateurs qui avaient publié et à l'époque ça n'avait pas fait le tollé qu'on sait aujourd'hui quoi. Que ce soit pour des couvertures, des dossiers ou des caricatures politiques, T-News, c'était du talent à chaque coup de crayon. Le dessin en lui-même, il le faisait en un geste quoi, et très rapide et voilà, on pouvait lui demander une couve en 1 heure à T-News, ou un dessin d'actu, il pouvait le faire, s'il y avait un truc particulier, il pouvait le faire en 1 demi-heure. Enfin, c'était vraiment le geste simple, juste. Une consécration posthume. Antonio Fischetti est allé chercher le prix Daniel Pearl à Los Angeles pour Charlie Hebdo. Daniel Pearl, c'était l'un des premiers journalistes américains décapités au Pakistan. Antonio, lui, a échappé à l'attentat, car il assistait à l'enterrement de sa tante. Moi, mes habitudes, c'était d'être assis entre Honoré, T-News, Elsa Kayat, puisque c'était ceux dont j'étais le plus proche. Donc, effectivement, là, ils sont tous décédés. Je pense que si j'avais pas eu... si ma tante, en mourant, m'a sauvé la vie, quoi, on peut le dire. Antonio, le journaliste, et T-News, le dessinateur de terrain. Un duo, un tandem de reportage qui a fait les 400 coups pour Charlie Hebdo. On s'arrangeait pour qu'il y ait moitié dessin, moitié texte. C'était un peu notre charte sur la page. Qu'il n'y ait pas une prédominance du texte et puis quelques dessins ou l'inverse. C'était vraiment équilibré, quoi, en fait, en surface. Quand on faisait ce hors-série sur les sectes, on le faisait clandestinement, donc on avait simplement lui, donc moi c'était ma mémoire, je prenais pas de notes et lui il fallait quand même qu'il dessine un petit peu sur le, sur le vif, hein. Mais il dessinait souvent même dans la poche de son pantalon, comme ça il mettait la main et puis après il reprenait le dessin, mais il me disait toujours c'est Cabu qui lui avait appris à faire ça, c'est-à-dire dessiner en regardant la personne par exemple, il était capable de vous dessiner vite fait rapidement comme ça. La campagne berrichonne, T-News avait appris à l'apprécier. Il participait aux ateliers de Michel Zoladz, son beau-père et ami amènent tout salon. Cette année, l'hommage s'imposait, un hommage artistique bien sûr. Expo, concerts, performances. Nous sommes tous mécréants. Le temps d'un week-end, les artistes interrogent les notions de création, blasphème et liberté. C'est un devoir envers nous-mêmes, c'est-à-dire de continuer à se battre pour que la liberté continue d'exister, pour que les artistes puissent encore créer, pour qu'on puisse converser, même s'il y a de la polémique. Je veux dire, ils avaient un crayon, ils n'avaient pas d'armes. Voilà, c'est ça le message. Alors c'est ça que je voulais vous faire passer. Je voulais vous dire, j'arrive plus là. Hein. Bon. Et puis le dernier remerciement, voilà, c'est vous tous,
Pourquoi? Parce que vous êtes là. Voilà, je vous aime. Une drôle de fête qui réunit les amis, les proches, les indignés. Une fête pour résister à l'envie de pleurer. Tous les ingrédients sont réunis. Une cuvée baptisée Tignous et honorée. Un pique-nique champêtre, de la bonne humeur et l'envie de partager ces moments tous ensemble. Ce soir, c'est la fête surtout. C'est la fête surtout, même à l'enterrement et tout ça, même si on était tous dévastés. Tignous, il rigolait, il buvait, il mangeait bien, il adorait tout ça. Et même si on est très triste, je pense que la seule façon de lui rendre vraiment hommage, c'est de continuer à faire toutes les choses qu'il aimait. Cette année, le thème choisi, 4 mois avant les attentats, était prémonitoire, chaos. Chaque artiste a créé une œuvre en lien avec ce thème. Le chanteur des Blancas, lui, a choisi d'apporter l'un de ses gros bonshommes. Sourire quand même, sourire malgré la tragédie. Ils savaient très bien qu'ils étaient menacés et qu'ils étaient en danger. Et c'est pour ça qu'on leur doit beaucoup de choses. Parce que pour moi, ils sont morts pour notre liberté, vraiment. Titi, il est mort pour notre liberté, quoi. Et il y a des monuments aux morts pour les gens qui sont morts pendant les guerres, pour notre liberté. Et eux, ils ont eu la chance au moins de même pas mourir pendant une guerre, parce qu'une guerre, c'est un sale truc. Eux, ils sont morts vraiment juste pour la liberté, comme ça, un mercredi matin. Voilà. Et on devrait leur faire un monument aussi. Ils auraient peut-être pas aimé? Peut-être pas aimé, mais on s'en fout. Hein. On peut blasphémer aussi Tignous. Hein. Une quarantaine de dessins exposés dans la maison de famille, des croquis de Tignous et d'Honoré, lui aussi un fidèle compagnon des ateliers en campagne. À côté des gravures intemporelles, les anciens dessins d'actualité de Tignous résonnent autrement aujourd'hui. Tignous, après le premier attentat à Charlie, quand Charlie a brûlé, il a fait un dessin avec trois islamistes très extrémistes qui... Je vous le lis parce que il ne faut pas toucher aux gens de Charlie, il y en a un qui dit un, et alors ça c'est l'humour terrible, c'est l'autre qui dit sinon ils vont passer pour des martyrs, et une fois au paradis, ces enfoirés, ils vont nous piquer toutes nos vierges. Je veux dire, c'est un truc, c'est tellement... voilà, c'était ça l'esprit de Tignous et d'une partie des dessinateurs de Charlie, du temps où c'était Charlie. Des coups de crayon qui déclenchent des sacrés coups de colère. Tout le monde en prenait pour son grade de la même manière, parce que c'est l'obscurantisme, parce que c'est les ténèbres qui reviennent avec ce retour à des... Moi, j'empêcherais personne d'aller, s'il veut, à l'église, aux synagogues, à la mosquée. Mais ça existe, point. Mais de là à ce que maintenant... Tout passe par rapport à ce que peuvent penser... On n'a plus le droit de rire de rien. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc, voilà, tout le monde en prenait parce que tout le monde mérite de prendre. Une omniprésence du religieux et donc du médiatiquement correct. La menace plane désormais sur les dessinateurs et leurs audaces. Le droit au blasphème devient un droit à défendre à nouveau. Pour Pascal Gros, dessinateur athée, le problème ne se pose pas vraiment en ces termes. Moi, je ne revendique pas le droit à blasphémer, je m'en fous. Pour moi, Dieu, il n'existe pas, Mohamed non plus, Jésus non plus, je m'en fous de tout ça. Pour moi, c'est comme si c'était Gaston Lagaffe ou le Bivin de Michelin, c'est des personnages de fiction. Ça fait juste partie d'un univers culturel dans lequel je suis et j'utilise l'image qui véhicule. Mais ne croyant pas en Dieu, c'est difficile de blasphémer contre Dieu. Peut-on rire de toutes les religions avec la même insouciance qu'avant? À l'avenir, ces dessins seront-ils encore publiés? Ou bien les dessinateurs retiendront-ils leurs crayons? Face à un droit si violemment attaqué, Caroline Forest, ancienne journaliste à Charlie Hebdo, a écrit un livre, Éloge du blasphème. Ce livre, c'est le seul moyen que j'avais d'être encore à leur côté. Et passer l'attentat, c'était une chose, passer la perte d'êtres qui, à la fois que vous adorez et qui vont manquer au monde, c'est encore autre chose. Mais quand en plus vous commencez à entendre les mêmes rengaines, les mêmes saloperies, hein, pour le dire franchement, de gens qui commencent à trouver des circonstances atteignantes aux terroristes ou à vous expliquer que
vos camarades l'avaient un peu cherché en gros. Là, vous en perdez le sommeil. Et donc là, oui, vraiment, ce livre, c'était un moyen de retrouver une forme de paix et de redire et re-redire ce qu'on avait expliqué ensemble avant, quand ils étaient encore vivants tous ensemble, et ce qu'il fallait redire après leur mort, à savoir que le droit de rire du fanatisme ne peut pas être confondu avec du racisme. C'est une liberté élémentaire et c'est même une liberté salutaire. L'esprit Charlie résistera-t-il aux soupçons d'islamophobie, à l'autocensure qui guette les rédactions, à la fausse pudeur anglo-saxonne ? Cette laïcité française, si chèrement acquise il y a plus d'un siècle, doit être réaffirmée. Dans une époque où le fanatisme revient si fort et où il est si agressif, renoncer de soi-même à cette liberté parce qu'on a peur ou parce qu'on trouve que, en gros, il faut se coucher, ce serait la pire des choses. Et il n'en est absolument pas question. D'ailleurs, je pense qu'il y a dans ce pays, contrairement à certains intellectuels ou certains politiques qui auront la tentation du renoncement, un immense esprit de volonté de résister sur ce terrain-là. Résister et continuer l'œuvre inachevée. Pascal Gros, dessinateur à Marianne, doit coloriser les croquis de Tinius pour un livre à paraître sur les prisons. Il utilise la même palette de couleurs, des ocres, des gris, des rouges, et doit se glisser dans son style. Il y a un côté agréable parce que les dessins sont magnifiques, quoi, donc voilà. Mais sinon, c'est pas forcément facile. D'autant que c'est du dessin de reportage, donc on n'a pas forcément les couleurs d'origine. Là, le bouquin sur les prisons, c'était un truc qu'il voulait vraiment... il revenait dessus beaucoup, quoi. Ça faisait longtemps que c'était en cours, que ça traînait, qu'il voulait le finir, qu'il voulait s'en occuper, etc. C'était vraiment le projet là, qu'il voulait aboutir. Et ça, c'est aussi un truc dont on parlait, même encore la veille, quoi, de l'attentat. À Marianne, tous deux dessinaient sur la même table. Ingénieur de formation, Pascal Gros a appris les trucs et les codes du dessin de presse avec Tinius. Un mentor toujours bienveillant, un modèle presque sans défaut. Il bossait beaucoup, il bossait vite, il bossait bien, et puis il avait ce truc, voilà, et qu'il y a peu de dessinateurs qui ont tout ça, c'est à la fois vachement d'humour, un humour vraiment fort et tout, balèze, et c'était un dessinateur fabuleux. Et en plus, un coloriste pas possible, quoi, excellent aussi. Enfin, je veux dire, c'était tout, à part quand il chantait, sinon c'était tout parfait. Donc voilà, il y a... c'était tout merveilleux. Donc oui, t'as de quoi faire des anthologies pour les siècles des siècles, amen. Des anthologies qui se préparent ici, chez Hachette, aux éditions du Chêne. Maquettes, couleurs, textes. Quelques mois après la mort de Tinius, sa femme et ses amis ont sélectionné 200 dessins dans son bureau, parmi des milliers d'esquisses. Je pense qu'il faut changer les dessins, on va revenir à ceux d'avant. D'accord. Mais je pense que ça marche assez bien. On fait notre travail d'éditeur, donc de graphisme, de choix, les dessins ils se répondent, ils s'opposent. Et puis après, on va travailler avec elle pour voir si c'est conforme à ce qu'elle imagine et à ce que... voilà, c'est un peu la voix de Tinius, à ce que Tinius aurait aimé. C'est pas un choix déchirant. C'est pas terminé. Ah bah non, c'est une histoire qui fait que commencer, puisqu'on est... Chloé est en charge d'un patrimoine extraordinaire, qu'est l'œuvre de Tinius, et on va la faire vivre le plus possible et le plus longtemps possible, donc on a le temps. Une impression posthume, des succès en librairie qui se profilent, et une certitude, l'œuvre de Tinius résistera au temps, malgré les balles. Mais le pardon, comme l'annonçait la une de Charlie, sera-t-il possible ? La une, elle était symbolique, elle avait beaucoup de choses à dire par rapport au journal. Elle ne parlait pas de ce que nous, famille, on vit. Moi, ils ont assassiné l'amour de ma vie, je ne peux pas pardonner. En même temps, ça ne me rend pas... je ne suis pas haineuse. Ils se sont attaqués à finalement ceux qui pouvaient peut-être le mieux parler d'eux et de cette souffrance qui évoquait Tinius. C'est là où est le danger, c'est qu'ils se sont plantés de cible en fait.